Bonjour, bienvenue à tous à ce nouveau numéro de Sans détour qui va également toucher tous les domaines de la vie, politique, santé et consorts. Une émission qui va recevoir ce jour l'un des grands professeurs de la République démocratique du Congo. Il s'agit du professeur Mathieu Kalele, à qui nous disons bonjour professeur. Bonjour. Et acteur politique au sein de la coalition La Mouka, laquelle coalition a porté Martin Fayoulou à l'élection présidentielle de 2018. Est-ce que vous continuez à avoir le regret d'avoir vu votre candidat échouer à l'élection de l'année passée ou vous avez déjà un cap fixé vers 2023? Le professeur Kalele reste dans la coalition La Mouka. Il a été l'un des grands acteurs dans la campagne présidentielle de 2018 qui avait comme leader Martin Fayoulou. Lorsque nous avons proposé Martin Fayoulou à la présidentielle, non seulement nous espérions, mais nous avons travaillé pour qu'il gagne les élections. Ce qui est arrivé est connu. Nous n'avons pas eu l'impérium. Nous le regrettons. Nous ne sommes pas découragés. C'est pour cela que nous nous battons pour qu'une fois de plus, nous reconduisions sa candidature au sein de la même plateforme pour les élections de 2023. Et vous continuez à vous battre. C'est effectivement pour ce combat-là que nous avons fait recours à vous. Vous êtes parmi les gens qui ont tenu autant de conférences à l'est de la RDC, notamment en rapport avec la guerre, les tensions actuelles qui montent entre Kigali et Kinshasa. Est-ce que, à travers une simple observation, on peut facilement affirmer que le plan de balkanisation est dorénavant mis en place? Non, pas dorénavant. C'est un plan qui date d'il y a des années. Il était peut-être moins connu au Congo. À l'international, on savait que ce plan existait. Même les États-Unis d'Amérique, ils en ont déjà parlé à travers leurs leaders. Et lorsqu'il y a eu la balkanisation de la Yougoslavie, la balkanisation du Soudan, on parlait également de la balkanisation de la RDC. La RDC est un pays trop vaste, disait-on. Les leaders politiques ne parviennent pas à la maîtriser. Il faudrait créer à son sein des petits États contrôlables et faciles à être gérés, pour ne pas dire à être manipulés. Les rebelles du M23, professeur, qui sont en train d'attaquer avec le soutien bien évidemment du Rwanda, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose à craindre ou une attitude que les autorités du pays doivent adopter ou bien évidemment vous, politiques, vous devez adopter comme nous le constatons actuellement en Ukraine? Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de régime, tout le monde semble avoir pratiquement un même langage pour pouvoir sauver la patrie. Non, il y a beaucoup de choses à craindre. Monsieur. Il y a beaucoup de choses à craindre. La RDC, comme l'Inde, comme la Chine, la vaste étendue d'un pays, c'est aussi un signe de puissance à plusieurs égards. Nous avons hérité de ce pays sur l'ensemble du territoire comme les Belges nous l'ont laissé. Nous avons chanté dans notre hymne national, nous avons juré que nous allions garder cette étendue. Aucune province ne pourra partir.
Nous avions à ce moment-là 6 provinces, Oui. y compris les provinces de l'Est. Ce sont des territoires congolais, ils doivent rester congolais, c'est notre engagement. Si une portion est arrachée, c'est une honte pour nous, parce que c'est un problème aussi d'honneur, de fierté nationale et de responsabilité. Si Goma tombait, ce serait une très grande honte pour chaque citoyen congolais qui aime ce pays. Et ce serait un mauvais présage, parce que les autres voisins auront compris que la RDC, c'est un géant au pied d'argile. Ils pourront aussi tenter de prendre qui tel morceau, qui tel autre morceau. Vous avez déjà le problème avec les Mbororo, vous avez le problème avec la Zambie, vous avez le problème avec d'autres pays. Effectivement, professeur, vous êtes de ceux qui, lors des conférences précédentes, vous avez semblé dénoncer la légèreté avec laquelle les autorités congolaises ont signé à l'époque des accords avec non seulement le Rwanda et les groupes armés. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons affirmer que c'est ça les prix que nous sommes en train de payer après avoir signé avec beaucoup de légèreté, comme vous l'avez dit? Certaines vidéos vous montrent en train d'expliquer comment les ministres des Affaires étrangères à l'époque ont signé des accords autorisant les services de sécurité rwandais d'entrer dans notre pays. Est-ce que c'est ça le prix que la RDC est en train de payer actuellement? Oui, en grande partie aussi, parce que dans les vidéos auxquelles vous faites allusion, je me rappelle avoir dit l'étonnement. Et vous le confirmez effectivement? Je le confirme, l'étonnement de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo lorsqu'on signait l'accord du 23 mars 2009 entre la RDC et le CNDP de Kunda Batware. Il avait demandé, il avait posé la question aux représentants congolais, savoir est-ce que votre pays accepte de signer pareil accord. Il l'a posé 3 fois. Le délégué a dit que oui. C'est-à-dire qu'il sentait déjà les pièges qui étaient à l'intérieur. Oui, mais le Obasanjo l'a dit. Votre pays aura des problèmes en signant un tel accord. Il l'a répété 3 fois. Obasanjo ne parlait pas pour son pays. Il représentait l'ONU et il avait à ses côtés l'ancien président kenyan, Benjamin Mkapa, qui était tout aussi étonné de voir qu'un pays comme la RDC accepte de signer pareil accord. À signer. Or, maintenant, les mêmes témoins et de l'ONU et de l'OUA se retrouvent acteurs et comme témoins dans ce qui se passe aujourd'hui à l'Est, c'est-à-dire les conséquences des accords que nous avons signés et qui expliquent les tensions et toutes les menaces de balkanisation de la RDC. Bon, professeur, aujourd'hui, selon les réalités sur terrain, il se peut que l'option diplomatique semble avoir atteint ce qu'on peut appeler ses faiblesses. L'Union africaine semble imposer actuellement un dialogue. Vous avez certainement lu le communiqué qui a été publié récemment. L'Union africaine appelle à un dialogue intercongolais du 4 au 13 de ce mois à Nairobi. Comme pour dire que les Congolais qui se trouvent actuellement au sein du M23 et ceux du gouvernement doivent se mettre autour d'une table. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi en disant qu'on est en train de nous pousser pour dialoguer avec des rebelles. Alors, à votre avis, comment vous pouvez juger cela selon votre entendement?
Toutes les fois qu'on a eu à négocier, toutes les fois qu'on a eu à signer les accords, la partie adverse a toujours pris soin, avant ces accords, de se trouver sur le terrain en position de force. C'est le cas du CNDP, c'est le cas des autres accords. Si aujourd'hui ou demain, le Congo va aux négociations en position de faiblesse, il se fera imposer la volonté de la partie adverse. Stratégiquement, il faut d'abord s'affirmer sur le terrain, se trouver en position de force. Si vous êtes de force à égal, vous pouvez discuter d'égal à égal. Mais comment s'affirmer sur le terrain à partir du moment où nous voyons les anciens généraux de l'armée être actuellement des mèches avec les ennemis, sans pour autant citer le nom de John Numbi, dont la société civile a révélé la présence au niveau de Bunagana? Oui, mais monsieur, comment sommes-nous arrivés là-bas? Comment sommes-nous arrivés à cette trahison? Il faut chercher les causes. L'armée, les hauts responsables de l'armée ont déjà à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme. C'est Etumba qui nous dira: mes troupes sont suffisamment fortes pour défaire la rébellion du M23. Mais nous sommes devant une difficulté, nous n'avons pas de moyens. Donnez-nous les moyens, nous allons défaire. On a attendu très longtemps, les moyens n'ont pas suivi. Les militaires sur le terrain, comme les policiers, comme les agents des services de renseignement, se sont aussi plaints à plusieurs reprises et officiellement de manque de moyens et de la manière dont ils étaient traités. Ils ont dit que ça les démotivait. Nous n'avons pas prêté oreille. À plusieurs reprises aussi, on a demandé de revoir le budget de l'armée, de la police, des services de renseignement à la hausse. Nous avons trop traîné. Lorsque les éléments congolais sont en face des éléments étrangers, ils voient quelle est leur infériorité matérielle en termes de logistique, en termes d'équipement, voilà, en termes même d'entretien. La nourriture. Les autres ont des paquets de nourriture consistants. Chez nous, on n'en a pas. Non pas parce que les on n'a pas de papier, on n'a pas de paquet. Voilà. On donne des haricots aux militaires pour qu'ils les préparent. C'est des gens qui sont démotivés. Entre-temps, leurs familles restées au pays ne sont pas payées, ne sont pas correctement logées. Nous sommes nous-mêmes en faute parce que nous ne prenons pas de précautions pour motiver suffisamment nos hommes de troupes. Voilà pourquoi la RDC a fait recours à la force régionale. La première partie de cette force-là qui vient du Kenya va devoir arriver en RDC. Est-ce un soutien ou ça peut encore avoir des répercussions négatives comme nous avons, ou bien nous décrivons actuellement l'infiltration du Rwanda actuellement au sein de l'armée? Non, monsieur. Personnellement, nous n'approuvons pas cette démarche-là. Vous êtes contre la présence de la force régionale de l'Afrique de l'Est? Oui, oui. Et nous l'avons dit haut et fort, nous basant sur des faits d'histoire.
La MONUSCO qui est ici, nous avons fait appel à elle pour nous mettre la paix sur l'ensemble du territoire national. Elle a fait plus de 20 ans, elle n'y est pas arrivée. Et une fois qu'elle a trouvé qu'elle pouvait tirer profit de nos richesses, elle a fait tout pour entretenir la guerre. Ce n'est pas seulement avec la MONUSCO. Au lendemain de notre accession à l'indépendance, nous avions aussi fait appel à l'ONU. Relisez le discours de M. Lumumba. Il a été aussi déçu par l'ONU. Si vous venez sous Kabila Joseph, le même problème se posait. En 2009, nous avons fait appel aux troupes rwandaises et aux troupes ougandaises pour nous aider à chasser les FDLR et autres rebelles. La conséquence, c'est que ces troupes se sont infiltrées dans toutes les sphères du pouvoir congolais, dans le domaine militaire, dans le domaine politique, dans le domaine policier, même dans la territoriale. Aujourd'hui, nous savons que quand les étrangers viennent, ce sont des troupes mercenaires. Vous devez les payer et les payer très cher. Mais lorsqu'ils découvrent vos richesses, ils n'ont aucun intérêt à mettre rapidement fin à la guerre. Ils ont tout intérêt à rester ici le plus longtemps possible pour s'enrichir. Nous le savons très bien à travers le monde, à travers notre pays, dans le passé, ça a été la même réalité. Les gens qui vont venir risquent, comme récemment avec les Ougandais. Vous avez fait appel aux Ougandais pour vous aider. Maintenant, vous décriez cela. Les Ougandais sont des mèches avec les Rwandais. Mais à votre avis, professeur, qu'est-ce qui ferait reculer les M23 actuellement ou le Rwanda? Nous avons vu les pressions occidentales s'accentuer. Les États-Unis ont condamné et ont affirmé les soutiens avérés du Rwanda au M23. On demandait au M23 de quitter les localités congolaises. L'Union européenne en a fait la même chose. L'ambassadeur de l'Union européenne ici à Kinshasa a réitéré son soutien à l'accord de Nairobi qui stipule que qui dit non à toute intégration des groupes armés au sein de l'armée congolaise. La force régionale de l'Afrique de l'Est qui semble venir ici, vous désapprouvez cette démarche-là. Mais à votre niveau, qu'est-ce qui ferait actuellement reculer les M23 ou bien le faire quitter définitivement les territoires congolais? Monsieur, vous faites une récitation de désapprobation. Mais il faut aller plus loin. Est-ce que ces désapprobations sont sincères? Au moins le courage d'avoir déclaré devant le monde entier. Oui, mais devant le monde entier, devant le monde entier, ça ne signifie pas être sincère. On peut aussi tromper devant le monde entier. Qu'est-ce que vous voulez de plus alors? Ce qui sauvera le Congo, voilà, c'est les Congolais eux-mêmes. Vous êtes divisés actuellement. Ce qui ne se passe pas actuellement en Ukraine, vous êtes beaucoup plus tourné vers les processus électoraux et les positionnements politiques, contrairement à ce qui se passe en Ukraine. Cette guerre n'a pas commencé hier. Elle a commencé il y a très longtemps. Nous connaissons l'histoire des guerres à travers le monde. Ce n'est pas en s'amusant, comme nous le disons ici, soutenons les FARDC, marches sur les réseaux sociaux et puis des petites marches. Non, monsieur. Une guerre se prépare et elle se prépare très sérieusement. Je donne, dans tous les compartiments, je donne l'exemple de l'Allemagne. Quand l'Allemagne décide
de se venger après sa défaite de la Première Guerre mondiale, elle s'est préparée. Il y a eu même dans l'histoire ce qui est connu, le plan de 4 ans, monté par Hitler. Il anticipe déjà les 4 ans, il voit ce qui peut venir. Oui, les recrutements, les infrastructures, l'armement, l'entraînement de troupes, la motivation de la population. Puisqu'il en avait un budget conséquent. Laissez-moi d'abord terminer. Allez-y, professeur. Monsieur. Donc, la préparation était très sérieuse, y compris la préparation dans le moral de l'homme. Vous savez que bien avant même cette guerre-là, vous avez fait les humanités littéraires ou gréco-latines. Vous avez entendu parler de Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, la théorie de l'homme supérieur. On a commencé par préparer l'homme allemand, son moral, lui inculquer le principe de la supériorité de la race aérienne sur les autres races. C'est l'homme, on a travaillé l'homme. Après, on a travaillé la discipline de l'armée, la discipline de la population. On va créer des voitures, les Volkswagen. Il fallait mettre la population en condition de soutenir plus tard la guerre. Parce que le pouvoir qui est là-bas s'occupe de nous, améliore nos conditions de vie. Quand il nous demande un service, nous y allons. On n'y va pas pour plaire X, Y. On va pour sauver le pays parce que nous voyons réellement que le pays s'occupe de nous. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez les militaires qui sont démoralisés, les policiers démoralisés, les services de renseignement démoralisés, la population elle-même affamée, impayée, les détournements sont quotidiens. Comment voulez-vous que toute cette masse-là soutienne sincèrement votre armée sur le terrain? Enfin, il ne faut pas oublier que tous les pays que vous citez là ont des ambassades ici. Et chaque ambassade a des attachés militaires. Et tous ces pays sont obligés de suivre au jour le jour l'évolution de la situation dans votre territoire, informer ceux qui le représentent, y compris les hommes d'affaires qui seraient tentés de venir investir. On donne la réalité, elle n'est pas rose. Tous ces pays-là le savent. Mais professeur, vous êtes politique. Je voudrais que vous puissiez présenter quand même au monde entier qu'au sein de votre salon politique, je parle de la coalition Lamuka, l'opposition radicale actuellement au régime Tshisekedi. L'opinion a l'impression que vous êtes plus dans les critiques que dans les propositions. La guerre touche le pays, c'est-à-dire et l'opposant et celui qui est au pouvoir. Tout le monde est pratiquement touché. En termes de suggestions, est-ce que vous avez déjà pensé à faire une proposition, d'être au pouvoir en place, des stratégies que le pouvoir peut sembler ignorer pour pouvoir essayer de mettre, sinon définitivement... Posez plutôt cette question au pouvoir en place, parce que c'est lui qui a la charge de la protection des personnes et de leurs biens. La guerre est là. Quelle est la démarche qu'il a déjà faite en direction du pouvoir, de l'opposition? Puisqu'il vous sent un au peu contraire, replié, il peut vous sentir replié. Non, monsieur. Le pouvoir en place, avec son discours, vous prenez le discours du président, du secrétaire général de l'UDPS. C'est un discours rassembleur. Non, il n'est pas officiel. C'est un discours Il est militant. officiel, c'est le discours du pouvoir. Non, ce n'est écoutez, pas un discours... Vous n'allez pas confondre le discours d'un secrétaire général, ce qui est privé,
à un officiel, par exemple. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui dirige, monsieur. C'est l'UDPS qui dirige. Vous, quand vous êtes dans votre famille, vous faites le rassembleur de tous les enfants. Celui qui prend l'initiative, c'est le chef de famille. Or, aujourd'hui, et les officiels et les non-officiels, chaque groupe tire sur les autres groupes. C'est des injures, c'est le mépris. Ce discours-là ne pouvait pas régner en temps de guerre. Parce que psychologiquement, les gens se disent, bon, ce monsieur est en train de me torturer, de me faire souffrir. Pourquoi je dois Il a maintenant des difficultés. Je dis, tant mieux, c'est son affaire. Entre-temps, la patrie brûle. Oui, entre-temps, la patrie brûle parce que vous avez privatisé la patrie. Est-ce qu'au nom de cette patrie-là, vous êtes prêt de coopérer puisque vous avez laissé entendre, j'ai cru entendre quelque chose que celui qui devait prendre l'initiative, c'est le chef de famille. Au nom de cette patrie, si jamais les initiatives pareilles sont prises, vous êtes prêt à coopérer pour des solutions durables afin que la paix... Nous n'avons même pas à être invités quand l'attitude change. On réagit en patriote. C'est notre pays. Nous n'avons que ce pays-là. Ce pays, le pouvoir en place, s'occupe de nous, de nos problèmes, de toutes les couches. Spontanément, on se lève pour défendre la patrie. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin. Je suis professeur d'université à Kinshasa. Lorsque Bukavu est pris par Mutebutsi, Nous sommes en quelle année? J'étais en 2004, je crois. Voilà. Hein? J'étais toujours dans l'opposition. Je suis descendu en ville. Ce n'est pas mon chef à l'époque, Tshisekedi Etienne, qui m'a envoyé. J'ai mobilisé les étudiants ici. J'ai mobilisé la population en ville. Et vous avez senti comment tout le pays, sur l'ensemble du territoire national, s'est mis debout contre Mutebutsi. Le Conseil de sécurité s'est même réuni d'urgence. On a fait partir Mutebutsi du Congo. C'est tous les Congolais qui s'étaient mis debout. Aucune autorité politique au sommet ne l'a fait. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin, même sans le dire clairement. Vous ne sentez pas que Tshisekedi est en train de vous écouter? Il a fallu que Fayulu, la Mouka, crie à l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda de la RDC. Quelques jours après, le pouvoir a semblé écouter en expulsant l'ambassadeur. On ne peut pas lire en cela le signe d'un chef qui a déjà fait un pas, même sans le dire clairement, en vous écoutant, monsieur le professeur. Qu'il continue. Qu'il continue. Qu'il continue. La deuxième étape, c'est quoi? Qu'il continue. La deuxième étape, oui. Une armée, quelque forte qu'elle soit, ne peut pas gagner la guerre seule. Je l'ai dit, je l'ai répété en vous donnant l'exemple de Hitler. La guerre était concoctée par les banquiers allemands. On a mis Hitler simplement comme exécutant. C'est l'armée qui a été motivée, c'est le peuple qui a été motivé. Or, aujourd'hui, messieurs, c'est vrai qu'on avait demandé depuis très longtemps le départ de l'ambassadeur du Rwanda ici, depuis très longtemps. Mais on a mis trop de temps. Le rappel le chargé de mission. Du chargé de mission, parce que l'ambassadeur du Congo
au Rwanda n'est jamais parti. Ça a continué à traîner. On avait demandé de motiver l'armée, d'améliorer le social de la population. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, où nous parlons ici, vous êtes sur le plateau de l'université de Kinshasa. Est-ce que les professeurs d'université sont aussi des citoyens congolais qui doivent soutenir l'effort de guerre? Je dis oui. Est-ce que les étudiants sont aussi des citoyens? Oui, c'est la jeunesse turbulente. Mais les étudiants n'ont pas cours. Les professeurs n'enseignent pas. Jusqu'aujourd'hui, les professeurs ne sont pas payés. Faut-il continuer à mettre la pression? Attendez, voilà. Monsieur. Ne sont pas payés. Le pouvoir le sait. Pourquoi ils ne payent pas les gens jusqu'aujourd'hui? Pourquoi les étudiants n'ont pas cours? On nous dit faute d'argent. Vous savez, 2 grands secteurs de ce pays sont paralysés. L'enseignement supérieur et universitaire est paralysé, ça fait plus de 3 mois. La santé est paralysée, ça fait plus de 3 mois. Mais au même moment, vous avez des ennemis extérieurs. Comment voulez-vous avoir le soutien de tous les mécontents que vous créez? Professeur, nous sommes arrivés à la fin, ça va être votre dernier mot. Avec tous les méandres sécuritaires qui font saigner les caisses de l'État, à quelques mois de la tenue des élections, le ministre des Finances a parlé, il a expliqué comment la guerre est en train de faire saigner les caisses de l'État. Est-ce qu'au nom de la patrie, nous pouvons encore être contraints à organiser les élections ou nous pouvons utiliser d'autres schémas pour pouvoir d'abord essayer de mettre la situation plus ou moins calme avant de parler élections? Regardez la caméra, ça va être le dernier mot pour vous. Non, monsieur, le ministre des Finances raconte des histoires. Regardez Il n'y a personne qui le prend au sérieux. Je crois même lui-même ne se prend pas au sérieux. La réalité sur le terrain, il a dit ça. Non, quoi? La réalité sur le terrain. C'est-à-dire que la guerre est en train de faire saigner à suffisance les caisses de l'État? Non, monsieur, non. Ça, ce sont des histoires qu'il est en train de raconter. Vous savez, pour les élections, que dit la Constitution? Dès que vous terminez un cycle électoral, que vous en commencez un autre, à chaque exercice budgétaire, vous mettez une somme d'argent, je ne connais plus le pourcentage, de côté pour préparer les élections. Les élections ne se financent pas la dernière année. Elles se financent pendant 5 ans d'exercice budgétaire, à raison d'une quotité chaque année qui est mise de côté. Donc vous ne vous réveillez pas la veille pour dire « je n'ai pas d'argent ». Non. 2. On a volé, nous ne sommes pas au pouvoir, c'est ceux qui sont au pouvoir. C'est l'IGF, c'est la Cour des comptes, c'est les autres institutions habilitées qui dénoncent le vol des deniers publics. C'est par centaines de millions au quotidien. Les gens sont arrêtés, libérés. Avant même que la guerre ne s'intensifie, on volait. On continue à voler au quotidien. Les gens ne sont pas inquiétés, ils ne remettent pas l'argent qu'ils volent. On nous annonce qu'ils ont volé. Officiellement, on en met même en prison. Quelques temps après, les mêmes qui sont au pouvoir nous disent ils sont libérés, ils sont graciés, ils n'ont commis aucune faute. Vous voulez que qui vous croit à la fin là? Lorsque le vol s'accompagne du mensonge, vous voulez que qui vous prenne au sérieux, que qui vous croit? Ça a été, monsieur le professeur, un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission Sans détour pour la première fois, avec sincèrement l'espoir de vous retrouver très prochainement.
La question épineuse de la sécurité à l'est de la RDC, Congolais que vous êtes, partout vous allez suivre, faites ce que vous pouvez faire. Là où vous pouvez prendre la décision, prenez-la pour que la paix, 10 millions de morts depuis autant d'années, c'est trop. Sauf si vous avez un dernier mot, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Oui, mon dernier mot est que les mêmes troupes rwandaises qui vous font peur aujourd'hui avec Kagame, rappelez-vous, messieurs, du temps de Mobutu, Mayele, c'est un militaire congolais, est descendu au Rwanda sur ordre de Mobutu. Ramenez-moi le corps d'Abiyarimana, sa famille, ici à Kinshasa. C'est Kagame qui avait l'armée sur le terrain. Il a été défait. Mayele a ramené les gens ici. C'est un Congolais, avec des jeunes gens congolais. 2. Mamadou Ndala. Moi, je lui ai donné cours en visiting à Kisangani. C'était un de mes anciens étudiants. Quand il a défait le M23, il était rwandais. C'est un Congolais. On peut multiplier des exemples de la prouesse de l'armée congolaise lorsque elle est motivée, lorsque elle n'est pas divisée, lorsqu'il n'y a pas de discrimination, lorsqu'il n'y a pas d'infiltration entretenue. J'ai eu de longs entretiens à Bukavu pendant la transition avec Mbunza Mabé. De très longs entretiens la nuit. Et il m'a expliqué comment il avait défait les troupes rwandaises du sud Kivu jusqu'à Minova. Le temps ne va plus nous permettre. Merci beaucoup, professeur. Je sais que mettez ces éléments-là parce que ce sont des éléments d'histoire récente qui vous disent, qui vous interpellent en mettant l'accent sur votre responsabilité dans la défaite actuelle. La responsabilité de chacun doit être soulevée ou bien reconnue dans la récente défaite, comme vient de le dire tout à l'heure le professeur. Ça a été un grand plaisir. Je rappelle que le professeur est sociologue de formation. Il est cadre permanent de la coalition Lamuka qui a porté Martin Fayulu à l'élection de 2018. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux et à la prochaine.